Le décrochage scolaire, le chômage des jeunes, c'est quelque chose qui est au centre des considérations de l'OCDE depuis longtemps. Tant on se rend compte aujourd'hui que le diplôme est fondamental pour l'insertion professionnelle et que les jeunes qui ont le moins de qualifications sont souvent, et notamment dans les pays européens, en précarité sur le marché du travail. Juste quelques statistiques pour vous mettre ce lien entre éducation, entre les compétences qu'on peut avoir dans l'éducation et les chances de trouver un emploi de qualité. On peut voir qu'aujourd'hui, dans tous les pays de l'OCDE, en moyenne, quand on a des compétences élevées, quand on a un niveau de diplôme élevé, on a plus de chances d'avoir des revenus élevés, on a plus de chances de trouver un emploi, 2 fois plus de chances, on a plus de chances d'être en bonne santé, d'avoir confiance en soi, de participer à des activités de bénévolat ou encore d'avoir une implication dans la politique. Donc on voit bien à travers ces statistiques que le diplôme est devenu fondamental. Ce n'était pas forcément le cas il y a 40, 50 années, notamment dans les pays européens où on pouvait sortir sans qualification et avoir des métiers reconnus par le marché du travail. Si on regarde, c'est pour ça que beaucoup de pays se sont impliqués ces dernières années pour élever le niveau d'éducation de la population. Le baccalauréat, un diplôme du secondaire, est devenu la norme dans tous les pays de l'OCDE. Et puis, de plus en plus de jeunes continuent leurs études vers l'enseignement supérieur et sortent avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Vous voyez sur cette graphique l'évolution entre 2000 et 2013, et vous avez en moyenne dans les pays de l'OCDE aujourd'hui 40% de la population qui a un diplôme de l'enseignement supérieur. En Belgique et en France, ces statistiques sont même un peu au-dessus des 40%, ce qui montre que l'objectif de Lisbonne d'avoir 40% des jeunes populations 30-34 ans ou 25-34 ans avec un diplôme du supérieur est déjà atteint. Le défi maintenant va être en sorte que le diplôme débouche sur des qualifications sur le marché du travail à la hauteur. Je vais vous citer une statistique de mon pays, la France. Aujourd'hui, sur les diplômés d'un master, 5 ans après l'obtention du diplôme, vous en avez 40% qui sont sous-qualifiés sur le marché du travail. Donc on voit bien qu'il y a eu des efforts de massification, mais qu'il n'y a pas forcément une connexion encore suffisamment forte entre éducation et marché du travail. Pourtant, le diplôme est fondamental pour l'insertion. Alors là, je vous ai parlé, en effet, l'insertion n'est pas toujours à la hauteur de la qualification, mais malgré tout, plus le niveau de diplôme est élevé, plus on a de chances de trouver un emploi. Et dans tous les pays de l'OCDE, que ce soit les pays européens ou quand on sort de l'Europe. Vous pouvez voir pour la Belgique, pour la France, pour la République tchèque, pour un grand nombre de pays européens, le fait de ne pas avoir de qualification, c'est le rond rouge, est vraiment très handicapant sur le marché du travail. On peut dire que quand on n'a pas de diplôme dans ces pays-là, on est vraiment en échec total dans la société parce qu'on se retrouve en précarité sur le marché du travail. En France, vous avez 150 000 jeunes chaque année qui sortent sans qualification. La proportion n'est pas forcément plus importante que dans les autres pays, mais ces jeunes ont vraiment des grandes difficultés d'insertion professionnelle. C'est pour ça que quand on parle de décrochage scolaire, quand on parle de lutter contre le chômage des jeunes, on est obligé d'y associer l'éducation, avec une bonne éducation, avec peu d'échecs scolaires, avec des jeunes qui sortent avec des diplômes. On a beaucoup plus de chances d'avoir un marché du travail efficace et puis d'avoir finalement une contribution à la croissance économique. Autre statistique, donc sur les jeunes, et là c'est sur les 15-29, pas sur les 15-19 comme dit ma diapositive, où vous voyez qu'en moyenne, dans les pays de l'OCDE, chez les 15-29 ans, vous avez 15% de la population qui n'est plus dans l'éducation et qui est au chômage ou inactif. Cette proportion est assez élevée. On peut voir qu'en Belgique, les chiffres sont un peu inférieurs, en France, un petit peu supérieurs à cette proportion, et ce qui montre que justement, être jeune en dehors du système d'éducation, ça peut créer des difficultés d'insertion professionnelle. Si on regarde la même statistique, mais cette fois-ci sur les 15-19 ans, on peut voir au premier abord, si on regarde toujours dans notre exemple la France et la Belgique, que en France, vous avez 9% des 15-19 ans qui sont en dehors du système d'éducation. Donc on peut dire que finalement cette proportion est assez faible, mais quand on regarde le statut de ces jeunes-là, on a une deuxième lecture.
on peut voir, par exemple, que la plupart de ces jeunes qui sont en dehors du système d'éducation entre 15 et 19 ans sont soit au chômage, soit inactifs. Donc on voit bien là qu'il y a eu un échec du système d'éducation, non seulement pour donner des qualifications suffisantes à ces jeunes qui vont leur permettre de s'insérer sur le marché du travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un système d'éducation efficace, c'est vraiment la priorité pour avoir finalement un marché du travail aussi efficace avec des fortes connexions. Toutes les recommandations de l'OCDE et tout ce qu'on a pu voir sur les pays qui ont des bonnes performances éducatives et un marché du travail efficace ont en général un système d'éducation qui est très efficace et qui a investi, où il y a eu un investissement très fort, notamment dans le début de la scolarité, dans les écoles maternelles, dans l'école élémentaire, et puis où on investit également pour lutter contre le décrochage scolaire et pour permettre aux populations les plus défavorisées d'avoir une aide et d'avoir des aides qui vont permettre de compenser le handicap de départ lié aux milieux socio-économiques. Si on regarde l'investissement dans le système d'éducation, vous voyez l'investissement dans le primaire et dans le secondaire. En moyenne, les pays investissent autour de 4% du PIB. On peut voir qu'en Belgique et qu'en France, cette dépense est supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Il y a quelques différences entre ces deux pays. Si on prend juste la Belgique, qu'on regarde le niveau primaire, le niveau secondaire, la dépense d'éducation est supérieure à cette moyenne des pays de l'OCDE. En France, il y a un déséquilibre avec un surinvestissement dans le secondaire et puis un sous-investissement dans l'école élémentaire. Et c'est un petit peu l'objet des réformes aujourd'hui en France, d'essayer de rééquilibrer cette dépense d'éducation en mettant plus de moyens dans l'école élémentaire, parce que souvent on a pu se rendre compte que le début de l'échec scolaire, le début des inégalités sociales commence dès le début de la scolarité. Quelques statistiques pour voir les résultats en termes de performance à l'âge de 15 ans. Et là, on se rend compte qu'on peut investir beaucoup dans un système d'éducation et finalement ne pas avoir des performances à la hauteur de son investissement. C'est le cas dans un certain nombre de pays qui sont à la droite, où on peut voir que sur les 10 dernières années, on a vu une augmentation de la proportion d'élèves en échec scolaire et puis également un recul en termes de classements internationaux et en termes de scores obtenus. Donc ça, c'est vraiment un indicateur clé des statistiques de l'OCDE qui montre notamment pour la France et la Belgique que depuis 10 ans, le système scolaire ne s'est pas amélioré, pire encore, il s'est dégradé. Et c'est toujours intéressant, quand un système se dégrade, d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de bons élèves? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'échecs scolaires? Est-ce qu'on a vu une aggravation des inégalités? Et c'est toutes les statistiques que nous avons à l'OCDE et qui permettent de voir justement, dans le cas de ces deux pays, que sur la période 2003-2012, sur une période de 10 ans, si on regarde juste les élèves qui ont les meilleures performances, on peut constater que finalement, en France et en Belgique, il y a eu des choses différentes qui se sont passées. En Belgique, on a vraiment une baisse significative sur ces 10 dernières années de la proportion de très bons élèves, alors qu'en France, elle est restée à peu près stable. Par opposition, si on regarde la proportion de mauvais élèves, on peut voir que là, en France, vous avez une augmentation significative sur 10 ans. En 2003, vous aviez autour de 15% d'élèves en échec scolaire en France. On est passé à plus de 20% en 2012, ce qui montre que là, il y a eu à la fois un système d'éducation qui est moyen en termes de performance éducative, mais qui est de plus en plus dichotomique, c'est-à-dire qu'il est tenu par ses élites et il se dégrade par le bas avec un échec scolaire qui est grandissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde les classements internationaux, malheureusement, il y a souvent une interprétation qui est faite dans les médias quand on sort notre étude PISA, qui revient à un classement. On dit la France est 17e ou 19e ou 20e, mais ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est quels sont les pays qui arrivent à la fois à avoir une bonne performance éducative et une équité sociale. Si on regarde sur ce graphique, sur l'axe horizontal, vous avez un indicateur d'inégalité sociale. Plus on est sur la gauche, plus on est inégalitaire. Plus on est sur la droite, plus on est égalitaire. Et sur l'axe vertical,
vous avez la performance dans les études PISA. Donc être dans le cadran en haut à droite, c'est avoir un système d'éducation qui associe qualité et équité sociale. Donc c'est possible. On peut avoir un système de qualité qui vise à l'excellence, mais qui arrive aussi à permettre à tous les élèves, quel que soit leur milieu socio-économique, d'avoir une chance de réussite. Vous avez des pays très différents d'un point de vue géographique, comme la Corée, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, où vous avez justement cette association des deux. Par opposition, si on regarde la France et la Belgique, ils sont dans la même situation où finalement la performance en elle-même, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux par rapport à l'investissement, elle est dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais les inégalités sociales sont très fortes. Ça veut dire que quand on est d'un milieu défavorisé, on a moins de chances de réussir dans ces pays-là que dans d'autres pays. Et puis, on l'a vu dans les diapositives de début, l'échec scolaire souvent rime avec des difficultés d'insertion professionnelle. On peut le voir, c'est exactement la même statistique qui vous montre les performances PISA par décile, c'est-à-dire par les résultats 10% d'élèves par 10%. Plus l'écart entre le point vert du haut et le point rouge du bas est important, plus il y a d'inégalités entre les pays. Et donc, on voit bien que la France et la Belgique font partie de deux pays où il y a une énorme dispersion dans la performance obtenue par les élèves dans les tests PISA qui confirme cette notion d'inégalité existant dans les pays. Donc l'inégalité, ce n'est pas forcément une fatalité, c'est souvent ce qu'on peut entendre dans les discours politiques, et c'est vrai qu'on m'a fait intervenir pour parler aussi un petit peu des réformes de la France, et souvent quand la France veut réformer son système d'éducation, il y a beaucoup de blocages parce qu'on estime qu'il est difficile de changer les choses. Il y a un climat de fatalité qui finalement gêne et empêche de faire des réformes, alors qu'on a pu voir dans les études PISA qu'un certain nombre de pays, des grands pays aussi, comme l'Allemagne, comme le Portugal, comme la Pologne, pour citer des pays européens, ont réussi à faire des réformes éducatives qui ont amélioré leur système d'éducation tout en réduisant le poids des inégalités, donc c'est possible. Et il y a certains facteurs qui permettent justement de conduire à cette lutte contre l'échec scolaire et à cette baisse des inégalités. Premièrement, la pratique du redoublement. Toutes les études internationales vous ont pu montrer qu'elle est assez inefficace pour lutter contre l'échec scolaire, parce que les élèves qui ont des difficultés le savent au bout de quelques mois, vont décrocher durant le reste de l'année scolaire, et l'année suivante, ils vont cumuler les mêmes difficultés. Donc là, vous voyez que, par exemple, les pays qui sont sur la droite, comme la France et la Belgique, sont des pays où on redouble beaucoup, notamment dans la communauté française, plus que dans la communauté flamande, si on prend la situation en Belgique. Mais on voit bien que là encore, avoir une réflexion sur comment limiter le redoublement, ça veut dire essayer de gérer la difficulté des élèves, essayer de faire en sorte qu'on puisse, au fur et à mesure de l'année, prendre en charge la difficulté des élèves. Les autres points qui ont été mis en avant pour lutter contre ces inégalités, c'est qu'en général, avoir une sélection trop tôt dans le système d'éducation entre filière générale et filière professionnelle, ça produit plus d'inégalités. On a pu le voir dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, où la différenciation se fait à l'âge de 10 ans, qu'il y a beaucoup d'inégalités, c'est-à-dire que, par exemple, les populations des milieux immigrés les enfants n'ont pas eu suffisamment de temps dans le système d'éducation pour avoir la chance de rattraper leur retard. Il faut faire en sorte d'avoir des cartes scolaires qui soient très rigides malgré tout, parce que quand on a des cartes scolaires trop flexibles, il y a une tendance des parents à contourner la carte scolaire et à créer des inégalités. Il faut faire en sorte que les moyens soient bien alloués en fonction des établissements. Ça, c'est très important. Ça veut dire que les établissements qui cumulent le plus de difficultés doivent recevoir des moyens supplémentaires pour mettre en place des politiques d'éducation. Il faut avoir des chefs d'établissement avec du pouvoir, de l'autonomie pour permettre de prendre des décisions, stimuler un environnement de discipline qui soit efficace. Et enfin, essayer de créer des liens entre les parents, les communautés, les associations, les établissements. Il faut essayer de créer cette culture de communication. Si vous prenez la situation de la France, vous avez aujourd'hui 5% des enseignants au collège, seulement 5% qui se sentent valorisés par la société. Donc on voit bien qu'il y a un problème
de communication, un lien, un climat de confiance entre les parents et les enseignants qui s'est dégradé en France. Quelques statistiques aussi, toujours dans cette lutte contre l'échec scolaire, parce qu'on voit bien le lien aussi avec l'emploi plus tard et la difficulté de trouver un emploi. Il est nécessaire d'investir dans les établissements difficiles et donc de créer des incitations pour attirer des enseignants expérimentés à travailler dans ces établissements. Ça, c'est vraiment une bonne pratique qu'on a pu voir dans certains pays. Dans la ville de Shanghai, par exemple, vous avez les meilleurs chefs d'établissement, les meilleurs enseignants qui sont affectés systématiquement dans les établissements les plus difficiles. Alors en échange, on leur donne des avancées de carrière, des augmentations de salaire assez conséquentes, mais on a pu voir que quand ces établissements ont des avantages, ont des personnels expérimentés, il y a un effet tout de suite sur la réussite. En France, les enseignants qui travaillent dans les établissements difficiles sont en général les jeunes enseignants inexpérimentés, plutôt mal formés et qui cumulent déjà un nombre de difficultés et qui vont avoir justement du mal à être à la hauteur de ce poste justement très difficile. Quelques statistiques sur le salaire des enseignants. Il n'y a pas de lien direct entre le salaire des enseignants et la performance des systèmes d'éducation, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des stratégies différentes dans les pays. En Allemagne, par exemple, les enseignants sont payés beaucoup plus cher qu'en France ou qu'en Belgique dès le début de leur carrière, mais la progression est plus courte et finalement, quand on est jeunes enseignants, on gagne déjà un salaire très conséquent, alors que dans un pays comme la France, les jeunes enseignants sont mal payés et en fin de carrière, il y a une forme de rattrapage, alors que les études internationales vont plutôt vous montrer qu'en fin de carrière, les enseignants attendent une évolution justement parce qu'ils sont usés par le métier plutôt qu'une augmentation de carrière. Donc jouer sur le salaire des enseignants, réfléchir aussi sur les salaires à appliquer pour les enseignants qui travailleront dans les établissements difficiles, c'est une façon de lutter contre le décrochage scolaire. Quelque chose d'important, et là on revient directement à notre sujet, le taux de chômage des jeunes, la difficulté d'insertion, on peut se rendre compte qu'il est important aujourd'hui d'avoir des systèmes d'éducation professionnelle qui soient efficaces. Peut-être l'erreur qu'il y a eu depuis une trentaine d'années, c'est qu'on a focalisé l'attention politique sur la massification. Il faut augmenter le niveau d'éducation de la population et on n'a pas suffisamment insisté sur l'importance d'avoir une formation professionnelle efficace. Parce que la formation professionnelle, c'est ce qui va permettre d'insérer des jeunes sur le marché du travail, de permettre aussi à certains jeunes sans qualification de revenir à l'école. Et puis, en finalité, ça contribue aussi à la croissance économique, comme on peut le voir dans certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse, qui ont des formations professionnelles très efficaces. Ça a un impact pour justement limiter le décrochage des jeunes et offrir d'autres solutions que la voie académique. Si on regarde les statistiques, on peut voir que dans la plupart des pays, quand on sort avec une formation du secondaire professionnel, c'est la barre verte. Le taux d'emploi est meilleur que si on sort avec une formation générale, ce qui est assez logique. Le but des formations professionnelles n'est pas forcément systématiquement de continuer vers l'université, mais de trouver un emploi. On voit là encore une faiblesse du système d'éducation française qui n'a pas suffisamment valorisé sa formation professionnelle, où on peut voir que les taux d'emploi sont plus élevés pour les diplômés des filières générales plutôt que de ceux des filières professionnelles. Donc là encore, il y a une réflexion aujourd'hui dans la politique à mener en France sur la valorisation de la formation professionnelle. Et d'un point de vue général, l'OCDE a beaucoup travaillé sur ce sujet car on estime que c'est une des priorités aujourd'hui dans beaucoup de pays d'avoir une formation professionnelle efficace qui va permettre justement aux jeunes de sortir avec des qualifications reconnues sur le marché du travail et aussi aux adultes de revenir dans l'éducation pour avoir un complément qui va leur permettre de retourner sur le marché de l'emploi dans une meilleure situation. Et donc, on a quelques recommandations qu'on met toujours en avant. Et ce qui nous semble important parmi ces 8 recommandations, c'est d'insister que ces formations professionnelles doivent être exigeantes.
il faut aussi qu'il y ait un savant dosage entre les connaissances, l'acquisition pour les élèves de compétences professionnelles, mais aussi le développement de compétences académiques, de bonnes compétences en lecture, en mathématiques, en sciences, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'emploi a besoin de jeunes qui maîtrisent toutes les compétences. Et donc, les pays qui ont une formation professionnelle efficace ont vraiment un savant dosage des programmes qui permet aux jeunes d'acquérir aussi des bonnes compétences académiques. Il faut aussi créer une relation forte entre les entreprises et le monde de l'éducation. C'est la grande faiblesse du système d'éducation français, où on a l'impression que l'entreprise est d'un côté, l'éducation de l'autre, et qu'il y a un manque de lien entre les deux. Donc il faut créer des assises pour qu'il y ait des discussions, des évolutions dans les programmes, des formateurs aussi qui travaillent dans le milieu de l'entreprise et qui viennent dans le monde de l'éducation. C'est en créant cette synergie entre les deux mondes qu'il y aura cette possibilité de lutter activement contre l'échec scolaire. La participation des adultes à des formations professionnelles, on peut voir qu'en général, elle est très peu développée en France, elle est peu développée aussi en Belgique, mais ce qui est plus intéressant en termes de statistiques, c'est de regarder quelle population bénéficie de formation professionnelle. Et on peut voir en général que la population inactive, c'est-à-dire qui sont un peu sortis du radar de contrôle des autorités, ne bénéficient peu de cette formation pour adultes, alors que c'est la population qui en aurait le plus besoin. Lutter contre le décrochage scolaire, permettre aux adultes de revenir dans le monde de l'éducation, c'est aussi essayer de cibler cette formation pour les adultes pour les populations qui en ont le plus besoin, les populations inactives, les populations au chômage. Alors qu'on peut voir dans toutes nos statistiques sur la formation pour les adultes que ce sont souvent les plus jeunes et les plus diplômés qui en bénéficient. Donc là encore, il y a des réflexions à avoir pour avoir une formation pour adultes plus efficace. Et en général, une des leçons qu'on a pu voir dans les pays qui ont bien développé la formation pour adultes, notamment les pays nordiques, c'est qu'il y a des systèmes qui sont très transparents. Parce qu'en général, la population inactive, c'est la population qui est le moins au courant de ce qui existe. Donc ça, c'est vraiment des aspects, il faut des systèmes de centrage d'information, des systèmes d'accès à l'information pour les adultes qui soient développés. Quelques points pour finir, et quelque chose qui est très important. La qualité d'un système d'éducation n'excède jamais la qualité de ses enseignants. Aujourd'hui, beaucoup de pays se sont lancés dans des réformes d'éducation, beaucoup de pays pour avoir un système d'éducation plus égalitaire, pour limiter le décrochage scolaire, pour améliorer les chances d'emploi, mais ce qu'on a pu voir dans tous ces pays, au cœur des réformes a été mis le sujet de la formation des enseignants. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Un pays qui a des enseignants mal formés aura du mal à avoir un système d'éducation efficace. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, il y a le sentiment de valorisation par la société et que cette statistique est intéressante parce qu'on peut voir que dans un grand nombre de pays, les enseignants ne se sentent pas valorisés par la société, mais dans les pays qui sont à gauche, où le sentiment de valorisation est plus élevé, c'est le cas par exemple en communauté flamande de Belgique, dans ces pays-là, les performances dans les études internationales sont meilleures. C'est-à-dire que souvent, quand on a cette sensation qu'on arrive à travailler avec les élèves, à gérer l'échec scolaire, à avoir finalement des classes dans lesquelles ça fonctionne bien, ça crée aussi chez les enseignants un climat de valorisation. C'est ce qu'on peut voir sur cette statistique où vous voyez la tendance, les pays qui sont vers le bas, qui ont des faibles sentiments de valorisation, aussi en général des plus faibles performances dans les études internationales. Donc aujourd'hui, et c'est le cas de la France, mais c'est le cas aussi d'autres pays, il est nécessaire d'avoir des réflexions sur la formation des enseignants. Dans beaucoup de pays européens,
il faut remettre en perspective. Il y a 40 ans, l'éducation était réservée à une élite. Aujourd'hui, on a été vers quelque chose de massification, ce qui veut dire tout le monde doit sortir avec un diplôme. On est là, on est dans des taux de diplôme de l'enseignement secondaire où vous avez quasiment 80-90% dans tous les pays qui sortent dans un niveau du secondaire. Donc aujourd'hui, le rôle, le métier d'enseignant évolue et finalement, les enseignants doivent de plus en plus faire face à des classes hétérogènes, à gérer des élèves de niveaux différents. C'est pourquoi il faut vraiment avoir une formation initiale de qualité qui mélange à la fois compétences académiques, mais aussi le savoir-faire, les capacités pédagogiques. Et là, c'est toute la réforme qui est en train de se mettre en place en France, où on s'est rendu compte que les enseignants français, vous en y aviez 4 sur 10 enseignants au collège qui ne se sentaient pas suffisamment préparés sur le volet pédagogique de leur métier. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de faire évaluer la formation initiale des enseignants, mais aussi le développement professionnel, parce qu'aujourd'hui, les compétences dont on a besoin sur le marché du travail évoluent. On a besoin, par exemple, de maîtriser beaucoup plus le numérique que par le passé, donc il faut faire en sorte qu'il y ait une formation professionnelle de qualité à l'intérieur des établissements qui permettent aux enseignants déjà en exercice d'évoluer, d'avoir plus accès, par exemple, à la maîtrise des techniques de pédagogie différenciée, à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc il faut vraiment une formation continue qui soit plus efficace qu'elle n'est. Et enfin, il faut revoir les systèmes d'évaluation. Quand on parle d'évaluation, souvent en France, évaluation rime avec sanction, et souvent l'évaluation est considérée aussi comme quelque chose de purement administratif. C'est le cas de la France, mais c'est le cas d'autres pays, alors qu'il faut vraiment aller vers quelque chose, des évaluations qui soient à la fois positives, mais qui permettent vraiment aux enseignants d'évoluer tout au long de la carrière, parce que le métier d'enseignant est vraiment quelque chose d'évolutif. Donc, je m'arrêterai là pour la présentation. J'avais encore une graphique sur justement les réformes qui ont été mises en place en France, mais pour vous dire que mettre en place des réformes sur l'éducation, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays, ce sont toujours des initiatives qui sont difficiles. Il faut beaucoup de négociations, il y a beaucoup d'idées différentes qui s'opposent. Et en général, ce qu'on a pu voir dans les pays de l'OCDE, ça marchait quand il y avait des concertations qui impliquaient tous les acteurs de l'éducation, les enseignants, les politiques, les syndicats, les représentants des municipalités. C'est vraiment à partir de cette collaboration entre tous les acteurs qu'on doit vraiment arriver à des réformes qui sont efficaces. Il faut essayer de sortir du climat de fatalité qui existe dans certains pays, que finalement ne rien faire, c'est la meilleure des solutions parce qu'on est dans une situation qui ne peut pas évoluer. Les études internationales ont montré que beaucoup de pays, le Portugal, la Pologne, le Brésil, l'Allemagne ont réussi en 5 ans à voir leur système d'éducation s'améliorer. Donc ce sont des décisions qui portent leurs fruits et qui ont un effet sur le moyen long terme. Et quand on réfléchit à notre sujet du jour, créer vraiment une connexion entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise est fondamental à la réussite. Comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois dans la présentation, il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur la massification. Aujourd'hui, il faut aller vers quelque chose de plus qualitatif et accepter que monde de l'éducation et monde de l'entreprise ne sont pas ennemis. Ils doivent travailler ensemble pour essayer de faire que le diplôme, déjà que la plupart des jeunes sortent avec un diplôme et que le diplôme permette vraiment aux jeunes de s'insérer efficacement sur le marché du travail et finalement, en finalité, à contribuer à la croissance économique des pays. Merci.